Bonjour à tous, merci de vous retrouver dans cette émission Les Jours du Seigneur, chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Vous m'avez cherché, je suis là, mais je ne suis pas là pour parler de moi, parlons de l'émission Les Jours du Seigneur. Ce dimanche, nous célébrons l'ascension du Seigneur, les Seigneurs qui montent au ciel. La liturgie que notre Mère Église nous propose en cette fête de l'ascension du Seigneur, dans la première lecture, nous écouterons les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Tandis que les apôtres les regardaient, il s'éleva. Le psaume pour ce dimanche, nous allons ensemble prier le psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, les seigneurs aux éclats du corps. La deuxième lecture au Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 28. Le Christ est entré dans les ciels lui-même. L'Évangile, nous écouterons les médecins Luc, chapitre 24, versets 46 à 53. Tandis qu'il les bénissait, il était emporté au ciel. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, au cours de ces magazines Les Jours du Seigneur, nous allons vous faire découvrir la commission épiscopale Justice et Paix. Notre émission de ce jour va plus se concentrer sur leur réunion stratégique pour la mise en œuvre de l'action de la Conférence épiscopale nationale du Congo dans la commission Justice et Paix. Autre chose, vous allez tout simplement nous suivre. Avant de retrouver les diacres qui vont nous aider pour l'homélie et l'évangile de ces jours, je vous invite donc à se préparer à travers cette surprise que la régie nous propose. Tomboka tinda bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka tinda bantu mwa haleluya. Beno kwenda kulonga na bantu yonso malongi na mono. Ngulu si Yesu tomboka tinda bantu mwa haleluya. Oh, ngulu si Yesu tomboka tina bantu mwa haleluya. Kitula boyonso alongo kina mono bampangi ya nzambi. Ngulu si Yesu tomboka tina bantu mwa haleluya. Ngulu si Yesu tomboka tina bantu mwa haleluya. Beno botika bantu nazina ya tata, nazina ya mwana, nazina ya mpeve, bandati beno bilumu yonso unazuka ya ntoto. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, gloire à toi Seigneur. Au 24e chapitre, du 46e au 53e verset, Jésus ressuscité apparaissait à ses disciples, il leur disait, il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils s'étaient sans cesse dans les temples à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices,
Chers internautes, bonjour. L'Église, notre mère, célèbre en ce jour le dimanche de l'Ascension du Seigneur. 40 jours après Pâques, l'Église nous donne aujourd'hui de célébrer la montée du Seigneur au ciel. Accendere en latin, monter. Le Seigneur monte, le Seigneur est glorifié. Donc la fête de l'Ascension est vraiment une fête de la glorification du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme retrouve sa gloire qu'il avait dès le départ. Le Fils de l'homme regagne sa place à côté du Père. Donc il est monté. Mais en fêtant cette célébration, nous célébrons en même temps non seulement la glorification de Dieu, mais également la glorification de l'homme. Raison pour laquelle je partage cette méditation en 3 petits points. 3 petits points qui nous permettront non seulement de rester passifs, mais de travailler désormais pour retrouver justement cette glorification qui nous attend et qui nous est vraiment proposée en ce dimanche. Le premier point, il s'agit de retrouver qu'en cette fête, le Christ manifeste sa toute-puissance. Le Christ il démontre vraiment qu'il est fort, qu'il est tout-puissant. Il monte, il défie les forces de la nature. Il défie même la force de la pesanteur. Il rejoint le Père, il est assis à la droite où il domine sur toutes les forces visibles et invisibles, les forces maléfiques. Il domine sur les anges, il retrouve sa domination. Donc le Christ que nous célébrons, le Christ que nous suivons, le Christ dont nous sommes à la suite est un Christ puissant, un Christ fort. Un Christ qui nous assure la victoire. Et en le fêtant, en cette fête de l'Ascension, nous célébrons vraiment la fête de la victoire, la fête des victorieux. Mais également, nous fêtons un Christ qui désormais ne sera plus visible, désormais ne sera plus physiquement à côté de nous, mais il continue à agir, il continue à opérer, il continue à travailler pour notre salut. On nous dit que le Christ est assis à la droite du Père où il continue à exercer sa fonction comme médiateur entre le Père et nous. Donc, il entend nos prières, il les présente auprès du Père. Raison pour laquelle la deuxième lecture de ce dimanche est tirée du livre de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux qui présente le Christ comme étant le grand prêtre qui offre le sacrifice, le grand prêtre qui est le pont entre Dieu et les hommes. Donc en fêtant l'Ascension, nous fêtons le Christ qui rejoint la droite du Père où il prie pour nous, où il intercède pour nous, où il exerce sa toute puissance, où il montre vraiment qu'il est Dieu, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est glorieux. Le deuxième point, il s'agit de montrer que nous fêtons non seulement la glorification du Fils de l'homme, mais également nous fêtons notre propre glorification. Parce que le Christ est monté aux cieux avec notre corps. Donc désormais, nous pouvons être convaincus que la nature humaine, notre corps nous précède déjà dans l'au-delà. Notre corps vit déjà la glorification. Raison pour laquelle l'Ascension est aussi la fête de la dignité de l'homme, de la glorification de l'homme, de montrer qu'au-delà des espèces, des êtres de la nature, l'homme a vraiment une préséance. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, raison pour laquelle il a accepté de monter aux cieux avec notre corps. À chacun de nous de se questionner comment est-ce que nous utilisons ce corps qui est déjà monté, parce que le Christ est la tête de l'Église. Si lui, la tête, il est entré aux cieux, ça montre qu'un jour, nous aussi, comme le corps, les membres de ce corps, nous entrerons également. Donc la fête de l'Ascension nous ouvre les portes à l'eschatologie, de croire, comme le chantons chaque dimanche à la fête et à la partie des credos, que nous croyons à la résurrection de mort. Nous croyons qu'un jour, le Christ reviendra pour nous donner ce corps glorieux, pour que cette glorification soit rendue effective. Au troisième point maintenant, il s'agit de voir, pendant que nous sommes encore sur terre, pendant que le Christ nous promet, que faire? La réponse est tirée et dans la première lecture et dans la péricope évangélique. On nous dit aujourd'hui, le Christ prêche et petit à petit, devant les disciples, il commence à monter. Et après son ascension, les anges sortent et ils disent aux disciples, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là en train de regarder? Le Christ est monté et il reviendra un jour. Donc ne restons pas là à regarder seulement.
Le temps nous est donné maintenant de nous mettre au travail. Travaillons, comme le dit le Christ dans l'Évangile, vous serez maintenant désormais mes témoins. Travaillons pour que la glorification qu'il nous promet à la fin des temps nous soit vraiment effective, pour que le royaume des cieux vienne, comme nous le disons dans le Notre Père. Travaillons pour que nous découvrions que nous ne sommes pas les citoyens de cette terre, nous sommes les citoyens du ciel. Nous devons chaque jour aspirer un jour à entrer aux cieux, un jour à vivre pleinement la félicité et le bonheur qu'il nous promet. Le Christ monte aujourd'hui au ciel et il nous dit, ne nous laisse pas des orphelins. Il nous promet l'Esprit. L'Esprit qui travaillera avec nous et en nous pour que nous soyons toujours des gens en marche, pour qu'un jour nous bénéficions de ce bonheur qui nous attend à la fin des temps. Qu'en fêtant cette fête, nous fêtions en même temps la glorification de Dieu et notre propre glorification et que nous nous mettions dès à présent en marche pour travailler à côté des frères de Jésus dans la charité et dans l'amour pour faire de ce monde un monde rempli de disciples de Dieu qui attendent permanemment leur glorification à la fin des temps. Que le Seigneur bénisse chacun, chacune de nous qui a entendu cette parole et que la résurrection du Seigneur nous procure la lumière et la force. Amen. Motavanda tibeno bilumu yonso unasuka ya ntoto ngulusi Yesu tomboka tinda bantu mwa haleluya oh ngulusi Yesu tomboka tinda bantu mwa haleluya. À Kinshasa, dans un lieu calme, éloigné de l'agitation du centre-ville, les membres de la Commission épiscopale Justice et Paix se sont rassemblés pour un atelier de planification stratégique. Ils ont travaillé dur pendant 4 jours, du 26 au 29 mai 2025, pour perfectionner leur plan opérationnel, un élément clé pour la concrétisation du plan stratégique récemment adopté par les évêques de la SENCO. Objectif, mieux structurer leur action en faveur des droits humains, de la gouvernance, de la paix et de la cohésion nationale. Un moment de réflexion, d'évaluation et de visualisation que nous vous proposons dans ces dossiers, thème principal de notre émission de ces jours. Ils ont quitté leur bureau pour se retrouver en périphérie de la ville dans un cadre propice à la réflexion. Il s'agit des membres de la Commission épiscopale Justice et Paix, CEJP, réunis en atelier de planification des activités annuelles en lien avec leur plan stratégique quinquennal récemment adopté par les évêques de la SENCO. Chaque participant travaille dans son domaine ou programme respectif dans une dynamique d'équipe pour dégager un plan d'action détaillé et cohérent. Nous sommes là, comme je viens de le dire, en retraite de travail. Pourquoi? Bien sûr parce que vous avez été témoin. Les pères évêques ont approuvé notre plan stratégique quinquennal 2025-2030. Mais pour le rendre beaucoup plus concret, il fallait travailler sur le plan d'action opérationnel. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train d'élaborer notre plan d'action opérationnel pour l'année en cours, c'est-à-dire juin 2025, juin 2026. Cet atelier s'inscrit dans le prolongement de l'adoption du plan stratégique quinquennal de cette structure technique de l'Église qui repose sur 2 composantes majeures, programmatiques et organisationnelles. La première composante, elle est organisationnelle. C'est question de voir nos capacités à porter toutes les activités que nous avons planifiées. Sur les plans organisationnels,
L'atelier constitue une plateforme de renforcement des capacités internes pour garantir une gestion professionnelle et crédible. Il vise à structurer et outiller le service d'appui essentiel afin d'assurer un fonctionnement efficace et transparent. Les services concernés incluent les finances, l'audit interne, les opérations et la logistique, les ressources humaines ainsi que le secrétariat administratif. Le département des ressources humaines, quant à lui, planifie des sessions de formation continues et réfléchies aux enjeux liés au recrutement au sein du réseau JSTCP Congo, JPC. Comprenez la CJP non seulement comme la structure nationale, disons, ce qui est ici à Kinshasa, la coordination, mais c'est aussi les CDJP de tous les 48 diocèses. Et c'est comme ça que la CJP aujourd'hui doit être compris comme un réseau. Nous sommes un réseau avec autant de personnel. Donc, en dehors de ces 30-là qui sont au niveau de la coordination nationale, il faut compter aussi autant de personnel qu'il y a dans chaque CDJP. On s'est brevet bridge. Et cela, sans doute, donne déjà les fruits parce que quand nous faisons l'observation, c'est en tenant compte de tous ces backgrounds que nous avons par rapport à chaque personnel. Il y a aussi les formations techniques. En 2015, la CJP ou le personnel de la CJP a été renforcé sur le plan institutionnel. Et c'est à l'occasion d'ailleurs que nous avons pu mettre les manuels de procédure, et même aussi les techniciens par rapport aux différentes opérations de la commission qui sont formés. Les financiers sont également formés. Il y a même des logiciels qu'ils ont maîtrisés. Et la formation, comme elle est toujours continue, nous cherchons d'aller encore plus haut que ce que nous avons. Donc le personnel, à ce jour, est suffisamment formé. La gestion des ressources humaines commence justement à partir des recrutements. Du recrutement jusqu'aux dernières opérations, notamment le travail que cet agent-là va produire. C'est comme ça, l'administration est obligée et dans l'obligation de faire un bon choix de la personne qu'elle est tentée de recruter. Nous, à JPC, nous avons des procédures qui sont déjà établies pour le recrutement. Les recommandations, oui, mais beaucoup plus, nous voyons les compétences de la personne. Même si vous êtes recommandé, peut-être c'est pour que nous prenions votre candidature en compte, mais cela ne peut pas nous empêcher de la confronter à d'autres candidatures. Et entre-temps aussi, il y a un concours qui s'est fait, même en amont pour la sélection de tous les requérants. Avec l'appui d'un facilitateur, le service des finances bénéficie d'un renforcement sur le mécanisme de gestion financière et les techniques de mobilisation des fonds. Un accompagnement essentiel pour améliorer l'efficacité et la transparence dans la gestion des ressources. La commission justice et paix est une organisation qui mobilise des fonds des bailleurs pour la mise en œuvre de ces actions. Alors pour que ces fonds soient bien gérés, bien utilisés, il doit y avoir des outils. C'est pourquoi nous sommes réunis ici à cet atelier pour identifier d'autres outils de gestion, identifier d'autres domaines de renforcement des capacités pour bien gérer les fonds du bailleur. La composante programmatique, de son côté, permet aux 6 programmes de la CEJP Senco de planifier en détail les activités pour la période allant de juin 2025 à juin 2026. Il s'agit notamment des programmes liés aux droits humains, à la gouvernance participative, à l'éducation civique et électorale, à la dynamique femme et à la démocratie. Et là, vous voyez comment nous avons planifié le travail pour nos 5 programmes. Nous organisons 5 programmes au sein de JSTCP Congo. Nous avons le programme droits humains et migration. Vous savez que la problématique des migrations est aujourd'hui au centre même de la pastorale pour l'Église catholique universelle. Cette thématique qui était chère au pape François, d'heureuse mémoire.
Il y a ce premier programme. Le deuxième, c'est le programme paix et sécurité. Vous savez que notre pays aujourd'hui est vraiment secoué par une crise sécuritaire qui date d'un peu plus de 3 décennies. Et notre programme essaie d'apporter la contribution de l'Église pour la résolution de ces différents problèmes. Le troisième programme, c'est le programme démocratie et participation politique. Le quatrième, c'est le programme gouvernance et participation citoyenne. Et le cinquième, c'est un programme transversal intitulé Dynamique Femmes et Inclusion. Donc, pour chacun de ces programmes, nous devons élaborer une planification opérationnelle comme un plan d'action opérationnel, comme je l'ai dit au départ, pour bien mener notre travail, pour que nous puissions voir clairement comment est-ce que nous allons travailler et atteindre nos objectifs. Et pour permettre aussi à nos partenaires de voir ce que nous on prévoit et jusqu'où on veut aller avec. Donc c'est en ce sens-là. En ce qui concerne la composante, la première composante organisationnelle, c'est que c'est de voir, dans cette composante, nous avons ajouté un élément important, c'est la transformation numérique. Nous voulons impliquer de plus en plus le numérique dans la conduite de nos activités pour les rendre de plus en plus efficaces, surtout en termes de planification, d'évaluation, mais aussi de visibilité de tout ce que nous sommes en train de faire. Cet atelier offre également une opportunité précieuse pour chaque composante de clarifier son champ d'action et les activités prévues durant l'année pastorale en cohérence avec les priorités stratégiques définies. La composante programmatique ou opérationnelle qui a 4 axes. Et les 4 axes répondent pratiquement aux 4 programmes, mais qui incluent également le programme transversal Dynamique Femmes et Inclusion. Et donc chaque axe doit être décortiqué de manière à ce que nous ayons une planification claire des activités à mener, d'abord pendant une année, raison pour laquelle nous sommes là, donc de juin 2025 à mai 2026, nous allons planifier les différentes activités et chaque année, nous allons commencer à planifier les activités pour atteindre les objectifs du plan stratégique qui va jusqu'à 2030. Après l'adoption par les évêques du plan stratégique quinquennal, cet exercice de planification s'est imposé comme une étape incontournable. M. Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la CEJP Senco, insiste sur la nécessité de mener cet atelier dans un cadre paisible et isolé afin de favoriser la concentration et la disponibilité de tous les participants. Vous savez, pour la vie d'une organisation comme Justice et Paix Congo, la planification opérationnelle, elle est capitale. Et cela devrait se faire dans la plus grande sérénité possible. En dehors de toute sollicitation professionnelle ou familiale ou quoi, où tout le monde est disponible, vous pouvez travailler même pendant les heures au-delà de celles de travail, celles qu'on applique souvent. Donc, cela nécessitait un cadre approprié pour que ce travail très important se réalise, comme je l'ai dit, dans la plus grande sérénité possible. Chaque programme, Dynamique Femmes, éducation civique et électorale, situation des droits humains, a présenté ses perspectives en vue d'améliorer son efficacité sur le terrain. Cet exercice de planification permet d'affiner les stratégies d'intervention en tenant compte des réalités spécifiques du pays. Notre programme que nous sommes en train de piloter, c'est le programme démocratie et participation politique. Dans notre plan stratégique, il a 2 résultats. Le premier résultat, c'est accroître la participation citoyenne de manière numérique, donc quantitative et qualitative aux prochaines échéances électorales. Et le deuxième résultat, c'est de s'assurer que les élections qui sont organisées sont des élections crédibles et apaisées. Et chaque résultat a une action stratégique. Pour le premier résultat où nous voulons accroître la participation citoyenne,
c'est mettre en place des infrastructures qui permettent de voir la population, mais ainsi que les autorités, être accompagnées dans ce qui concerne la mobilisation, la redevabilité, mais aussi le contrôle citoyen. Et la deuxième action stratégique liée au premier résultat, c'est de pouvoir mettre en place ou accompagner le processus. Pour ce qui est de la première action stratégique, nous sommes encore en train de confectionner, de mettre en place un certain nombre d'activités. Il y a une première activité importante, c'est que nous voulons mener une étude sur la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes sortis de la guerre, et puis nous avons signé les accords de Sun City. Depuis 2003, on a organisé les premières élections démocratiques en 2006. Et maintenant, nous en sommes à notre 5e expérience, donc nous attendons les élections de 2028. Il est temps que nous puissions mener une étude sur la consolidation de la démocratie dans notre pays. Donc cette étude aura beaucoup de thématiques, entre autres l'engagement citoyen, mais aussi l'engagement des institutions face au processus démocratique. Mais à part cette étude, nous voulons des actions qui accompagnent les institutions, d'abord à être redevables, mais de l'autre côté aussi la mobilisation des citoyens pour plus de cohésion sociale, mais aussi l'appropriation de leur processus électoral. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des actions d'appui aux réformes donc, du cadre institutionnel pour permettre à notre pays d'être doté des institutions dignes de ces noms par rapport à l'organisation des élections. Et par rapport à la deuxième action stratégique, qui est celle d'accompagnement des processus électoraux, nous allons mettre en place des actions qui ont trait à la mise en place d'abord d'une mission d'observation électorale. Cette mission d'observation, c'est de pouvoir rassurer la population. Il nous faut rassurer la population que leur vote est respecté et que les institutions qui sont issues de ces élections sont des institutions légitimes. En ce qui concerne le programme Dynamique Femmes Inclusion, notre cible, c'est principalement d'abord les femmes. Il y a les femmes, mais il y a aussi toutes les personnes, toutes les femmes, oui, parce que les femmes, qu'on soit des femmes instruites, qu'on soit des femmes analphabètes, qu'on soit des femmes pauvres, qu'on soit les femmes de tout horizon, parce que les problèmes des femmes sont d'abord les mêmes. Donc c'est toutes les catégories des femmes sont concernées, mais il y a aussi des personnes qui font partie des groupes marginalisés. Et les personnes faisant partie des groupes marginalisés, nous avons notamment des personnes vivant avec handicap, nous avons également les peuples autochtones, nous avons aussi les personnes vivant avec albinisme, qui souvent sont des personnes un peu marginalisées, qui sont à l'écart, invisibles, qu'on ne voit pas. Et nous pensons que nous aurons une attention particulière pour ces catégories de personnes. Mais nos actions en tant que programme Dynamique Femmes s'adressent beaucoup plus aux femmes. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas collaborer avec les hommes. C'est toujours important. Nous marchons ensemble. Comme vous le savez, nous sommes ici dans un atelier de programmation. Et vous savez, dans toute planification, il est toujours important de tenir compte de la participation et de la contribution de la femme. Et donc, pour les 5 prochaines années, il y a 3 actions importantes sur lesquelles nous allons nous appuyer. Premièrement, c'est la promotion du leadership féminin et la participation à la gouvernance. Et ça sera pour nous une action importante. Et la deuxième action, c'est le soutien et l'accompagnement des victimes des violences de violations des droits humains. Et la troisième action, c'est en rapport avec l'inclusion et l'autonomisation. Oui, le programme Paix et Sécurité de la Commission Justice et Paix consiste justement à travailler sur les questions de paix et de sécurité en République démocratique du Congo, compte tenu du contexte très trouble où il y a des insuffisances, où il y a des problèmes justement sur le plan de la paix, surtout la paix sociale et aussi sur les questions de sécurité.
je reviendrai encore au contexte. Compte tenu du contexte actuel de notre pays, nous voulons d'abord aider les parties prenantes qui sont affectées par les conflits pour qu'ils puissent justement consolider et promouvoir les vivre ensemble. Et cela passe par la prévention, donc l'alerte et la prévention des conflits, des différents conflits, et aussi la gestion pacifique, j'insiste sur la gestion pacifique comme Église de ces violences. Deuxièmement, donc nous allons soutenir les victimes des violences des conflits en RDC. Vous voyez, quand vous prenez le contexte actuel, vous avez presque la partie est du pays qui est en proie à une violence armée, et vous avez du côté de l'ouest les 5 provinces qui sont en proie à la violence de la milice Mobondo. Et il faudrait bien prendre soin de ces victimes des violences, surtout au niveau de la santé mentale, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore promis dans notre pays. Nous voulons justement leur apporter un soutien psychosocial, parce que quand quelqu'un a été traumatisé par les effets de la violence, il perd même le goût de vivre. Et bien que les programmes paix et sécurité soient basés à Kinshasa au niveau national, mais comme tous les autres programmes de la Commission épiscopale Justice et Paix, nous nous appuyons sur les commissions diocésaines Justice et Paix, des commissions qui sont au niveau des 48 diocèses que compte l'Église catholique du Congo dans l'Église. Alors, dans le cadre de notre programme Droits humains et migration, nous avons un seul résultat, un grand résultat qui porte sur les droits humains de manière générale, mais essentiellement, nous allons nous concentrer sur les migrants, à savoir les personnes déplacées, les déplacés internes et les réfugiés, de sorte que ces migrants soient accueillis, bien protégés et réinsérés, bénéficier d'une intégration dans la société. Et donc, pour y arriver, nous allons d'abord évaluer les besoins de ces migrants ainsi que l'accès à la justice. Nous allons accompagner les migrants pour leur protection, disais-je, accueil, promotion de leurs droits ainsi que leur retour dans leur milieu habituel. Parce que l'objectif, ce n'est pas de les protéger dans les milieux d'accueil, mais assurer aussi leur retour dans leur milieu d'origine. Mais également, nous allons, pendant cette année et l'année prochaine, accompagner les victimes des violations des droits humains. Parce que dans notre pays, nous en avons autant. Les victimes des droits humains de manière générale, mais également les victimes des conflits armés. De sorte qu'à travers ce que nous appelons les centres d'identification et d'accompagnement des victimes, qu'ils accèdent à la justice traditionnelle, mais également la justice transitionnelle. Puisque nous parlons de la justice, nous allons accompagner la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la justice. Le secteur de la justice, c'est un secteur qui présente beaucoup de défis, qui sont nombreux et complexes. Nous avons les défis d'abord de la volonté politique, à pouvoir changer l'image de la justice dans notre pays. Nous avons les défis de la corruption. Nous avons les défis des manques de moyens, mais également les défis de l'accès limité à la justice, spécialement pour les populations rurales, mais également les groupes marginalisés ou, si vous voulez, les groupes sous-représentés. Et en toile de fond, nous avons ces défis de la migration, puisque c'est le point d'attention de notre programme. Les défis de la migration, je citerai les problèmes liés au conflit intersocial, le conflit social, c'est-à-dire les tensions culturelles. Nous avons les tensions sociales en rapport avec l'emploi, en rapport avec les logements. C'est comme ça que nous voulons accompagner les migrants, de sorte qu'ils aient un logement plus ou moins décent et qu'ils soient bien accueillis. Ce programme, c'est un programme qui vise à accroître la redevabilité
de services publics, mais aussi la participation citoyenne, donc une contribution de la base, des citoyens, des organisations au niveau de la base, au niveau de la gouvernance et la mise en œuvre de politiques publiques. Et ce programme consiste à atteindre le pays 3 résultats, ou du moins il y a 3 actions qui vont être menées dans le cadre de ce programme. Il y a d'abord l'appui à la participation citoyenne pour la mise en œuvre de politiques publiques, justement. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est l'appui et l'accompagnement des infrastructures de participation citoyenne. Et la troisième action va viser à appuyer le civisme fiscal et la lutte contre la corruption. Il faudrait que la population s'implique et prenne conscience aussi de sa responsabilité, de sa participation dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et cette implication doit pouvoir aider les gouvernants à améliorer les redevabilités, c'est-à-dire les rendus, la fourniture de services sociaux de base, le développement du pays dans le cadre d'un contrat social, c'est-à-dire à partir des élections, ils ont reçu des mandats pour servir la population, et donc il faut que la population s'implique. Et là, nous partons à partir des structures comme les comités locaux de gouvernance participative, qui sont dans plusieurs provinces. Nous avons nos structures comme les commissions diocésaines de justice et paix, mais aussi certaines organisations de la société civile qui travaillent au niveau de la base. Et nous nous donnons la mission de renforcer et d'appuyer ces structures-là, de les accompagner au niveau de la base pour qu'à leur niveau, ils puissent faire le travail au niveau local, mais aussi au niveau provincial et au niveau national. Et donc le but que nous visons, c'est améliorer les politiques, la mise en œuvre des politiques publiques. Alors pour parler des transformations numériques, je commencerai par parler d'une statistique. Je crois qu'aujourd'hui en RDC, on est à près de 50% de la population aujourd'hui qui utilise Internet. Et ce qui veut dire que près de la moitié des Congolais aujourd'hui sont déjà connectés aux outils numériques, consomment de l'information par les digitales grâce aux réseaux sociaux et puis aux autres moyens de communication sur Internet. Donc la transformation numérique au sein de la CJP, pourquoi c'est important? Parce que la CJP est une structure qui est répartis, disséminés un peu partout dans le pays, particulièrement partout on trouve l'église, on trouve la CIGP. Donc ça fait des milliers de paroisses dans le pays, ça fait près de 52 structures, notamment les CDJP, nos commissions, nos coordinations provinciaux, etc. Et les activités sur lesquelles nous travaillons touchent toutes les couches de la population, mais aussi partout sur le plan géographique en RDC. Donc vous imaginez que les masses d'informations que nous avons à gérer au quotidien sont vraiment énormes. Alors pour pouvoir rationaliser et puis optimiser notre manière de travailler, nous pensions qu'il est temps de pouvoir transformer complètement nos processus internes en les digitalisant. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique à intégrer de nouveaux outils dans le digital, de nouveaux outils informatiques pour la gestion de nos différents programmes, des outils tels que des applications qui vont nous permettre de pouvoir mieux faire ce que nous faisons déjà. Aujourd'hui, la transformation numérique vient avec de nouvelles tendances. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que cela peut apporter un plus dans ce que nous faisons grâce à l'automatisation, grâce à la génération rapide de contenu, à la synthétisation des tâches, etc. Donc ce sont des tendances que nous pensons pouvoir mieux exploiter aujourd'hui, mais aussi à l'évolution de la connectivité avec aujourd'hui la fibre optique, avec aujourd'hui des technologies qui sont aujourd'hui acceptées en RDC, ce qui n'était pas le cas avant, notamment la connexion satellitaire avec Starlink et tout. Ce sont des outils qui peuvent nous permettre dans le quotidien de pouvoir optimiser nos moyens, mais aussi grâce au cloud computing par exemple, et puis à d'autres moyens aujourd'hui de pouvoir traiter et consommer l'information, nous pourrons exploiter tout ce que nous collectons aujourd'hui comme information à travers le pays pour améliorer notre prise de décision, accompagner les institutions du pays avec des études, des données qui sont vraiment fiables. Pour réussir une transformation digitale, il y a 3 piliers importantes. Le premier pilier, c'est le pilier humain.
Et donc notre premier obstacle serait donc un obstacle plus lié à l'homme. Préparer notre organisation sur le plan humain à pouvoir s'adapter à ces nouvelles technologies. Et pour ça, nous mettons en place des politiques de changement ou de gestion du changement qui va permettre à chacun de pouvoir comprendre l'intérêt de cela, mais aussi de tirer grandement profit de ces transformations dans leur quotidien. Et le deuxième pilier de la transformation digitale, c'est sur la technologie. Et la technologie, ça veut dire acquérir des outils, développer de nouveaux moyens de pouvoir réaliser nos activités. Et cela implique aussi un grand problème lié au coût. Lié aussi à la disponibilité de ces technologies dans notre environnement. Et donc ça c'est aussi un obstacle majeur qui va demander donc que nous puissions développer de nouveaux partenariats, de nouvelles manières de pouvoir financer ces transformations. Et le troisième pilier dans la transformation digitale, c'est la gouvernance, où nos processus, nos procédures doivent aussi s'adapter. Je crois que sur le plan légal, il y a eu certaines avancées qui ont été faites au pays, notamment des avancées sur le code du numérique qui a été publié. Sur le plan de procédure, bien sûr, il y a aussi adapter nos outils de gestion interne, nos politiques internes sur les questions liées à cela. Donc, dans le pilier procédure, le plus grand obstacle, c'est plus un obstacle aussi des changements, parce qu'il faudrait que l'organisation puisse aussi adapter sa manière de fonctionner aux outils ou à la transformation digitale, mais aussi sur le plan légal de voir comment est-ce qu'on peut adapter notre cadre légal avec le besoin de la transformation numérique. Cet atelier représente une étape déterminante pour la Commission épiscopale Justice et Paix, CEJP, dans sa mission de promotion des droits humains, de la justice sociale et de la paix en République démocratique du Congo. Pour assurer son succès, des approches méthodologiques spécifiques ont été mises en œuvre, adaptées à la nature technique et opérationnelle de l'institution. Nous avons d'abord choisi un facilitateur professionnel. Cet atelier est facilité par Interpeace, qui est un organisme international de grande notoriété, qui est spécialisé bien sûr sur les questions de paix et de sécurité, mais qui regorge en son sein des experts en matière de planification, des experts en matière d'identification des résultats, de ceci, en fait, de planification pour nous aider à bien mener ce travail. Après cela, il y a des petits exposés qui sont faits, mais le gros du travail est fait par groupe. Chaque département constitue un groupe et selon les doigtés didactiques mis en place par le facilitateur, on essaie d'évoluer par groupe à travers le carrefour pour arriver in fine au résultat que nous voulons, c'est-à-dire avoir un plan d'action opérationnel annuel pour Justice et Paix Congo. À l'issue de ces travaux, la CEJP dispose désormais de plusieurs outils stratégiques. En plus du plan opérationnel, un budget détaillé de toutes les activités prévues a été élaboré. Un livret de mobilisation des fonds a également été conçu pour appuyer les démarches auprès de partenaires financiers. Conformément à sa planification, la CEJP attend s'adresser aux bailleurs potentiels afin de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de son plan stratégique. Une journée spéciale de levée des fonds est d'ailleurs prévue au courant de l'année pour renforcer l'autonomie financière de ces actions. C'est sûr que ça sera un budget important. Nous comptons bien sûr sur nos partenaires traditionnels, ceux qui font confiance à Justice et Paix Congo, ceux qui sont toujours là pour nous appuyer financièrement. Mais vous savez que lors de la dernière réunion avec le père évêque, nous avons obtenu l'autorisation de faire la levée des fonds pour financer nos activités. Et pour cela, nous avons retenu la journée du 21 septembre, journée dédiée à la paix au niveau universel. Mais pour nous, le réseau Justice et Paix dans son ensemble, pour l'ensemble du pays, nous allons célébrer ce jour-là la journée nationale Justice et Paix.
Et à l'occasion de cette journée, nous allons lancer la levée des fonds. L'atelier a aussi permis de relancer les services de suivi et évaluation, un pilier essentiel pour mesurer l'impact des interventions sur le terrain et garantir la transparence dans l'exécution de programmes. En appuyant les structures de participation citoyenne au niveau de la base, nous pensons que ça va accroître la transparence dans les activités que les responsables publics vont mener dans leur politique. Et s'il y a une transparence, ça signifie qu'on peut améliorer la redevabilité parce que ça ne sera plus quelque chose qui sera mené uniquement par les dirigeants à l'insu de la population, mais la population chaque jour sera informée et pourra accompagner, et donc cela peut permettre d'améliorer la redevabilité. Mais aussi le fait que cette même population, à travers les structures comme le comité locaux de gouvernance participative, participe à l'élaboration de ces programmes. Donc on pense que ces programmes vont pouvoir intégrer les desiderata de la population parce que le contenu sera influencé par toutes ces structures, et donc ce sera des programmes, je peux dire, incarnés, des programmes qui vont directement répondre aux besoins de la population, et donc la redevabilité en termes de fourniture de services sociaux de base va devoir nécessairement s'améliorer, et donc ça c'est important, mais ça permet aussi aux citoyens organisés au niveau de la base de pouvoir mener des activités pour contraindre les dirigeants à mieux travailler. Par exemple, comme les structures là ont des informations et que les structures travaillent et les gens s'engagent, il est fort possible que les dirigeants cherchent à s'écarter, mais la société civile, au niveau de la base, les structures citoyennes au niveau de la base, peuvent faire pression, peuvent protester, peuvent faire tout un tas d'activités, ils peuvent faire des plaidoyers pour permettre au gouvernement de revenir sur les vraies politiques qui ont été définies et d'arriver aux vrais résultats qui sont attendus. À la clôture de cet atelier, M. Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la CEJP Senco, a lancé un appel aux bailleurs et aux personnes de bonne volonté, les invitant à soutenir cette dynamique au service de la paix, des droits humains et du bien commun en RD Congo. Au nom de Justice et Paix Congo Asbel, je voudrais exprimer notre gratitude à l'endroit des pères évêques pour nous avoir doté de cet instrument de travail, notre plan stratégique quinquennal, qui nous permet aujourd'hui d'élaborer nos plans d'action opérationnelle. Ce sont des outils très importants pour une organisation comme la nôtre, un réseau comme le nôtre avec 48 commissions diocésaines et justice à travers le pays. Je pense que c'est le réseau le plus grand en termes d'organisation de la société civile, et que le Père nous a dotés de cet outil, cet instrument stratégique qui nous permet aujourd'hui de développer les plans d'action opérationnels. Vraiment, nous leur exprimons notre gratitude. Et nous ferons tout, pas tout, mais qu'on réalise ça à un taux vraiment beaucoup plus élevé pour que la contribution de l'Église sur des questions de démocratie, des droits humains, de gouvernance, de justice, de paix et sécurité, cette contribution de l'Église soit ressentie au niveau du peuple congolais, mais aussi des dirigeants de ce pays. Nous remercions les commissions diocésaines de justice et paix qui avaient répondu massivement à notre invitation au mois de décembre dernier dans le cadre de notre rencontre nationale du réseau Justice et Paix. Elles sont venues, elles ont participé, elles ont approuvé et se sont appropriés ces plans stratégiques. Dans les jours à venir, nous allons leur transmettre ces plans, sa dernière version qu'eux-mêmes avaient adoptée, mais aussi les différents plans d'action opérationnelle pour nos programmes, mais aussi nos services d'appoint. Tout cela leur sera transmis dans les plus brefs délais, dès que le document sera consolidé
parce que c'est pour l'ensemble du réseau, ce n'est pas à nous seuls. Comme je l'ai dit, nous remercions nos partenaires traditionnels, ceux qui nous soutiennent toujours. Les plans d'action opérationnelle sont là et vous seront transmis dans les plus brefs délais, donc pour continuer notre partenariat comme d'habitude. Je n'oublierai pas de remercier tous les collègues qui travaillent avec moi au niveau de la coordination nationale du réseau Justice et Paix pour leur engagement, pour tout ce qu'ils ont donné pour que nous puissions réaliser cette activité d'aujourd'hui et obtenir les plans d'action opérationnelle. La commission épiscopale Justice et Paix sort de cet atelier renforcé avec des orientations claires, des outils précis et une ambition renouvelée, servir la société congolaise dans la vérité, la justice et la paix. Avec l'appui des bailleurs et de toutes les personnes de bonne volonté, la CEJP entend jouer pleinement son rôle d'acteur engagé pour un avenir meilleur. Les centres interdiocésains de la Gombe, siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a accueilli le lundi 26 mai 2025 une visite particulière. Une soixantaine de jeunes novices membres de l'internoviciat de Kimbondo dans la commune de Mungafula sont venus découvrir de plus près le fonctionnement de cette grande institution de l'Église catholique en RDC. Reportage signé Sekos Senko. Accompagnés de leur éducatrice générale et guidés par M. Fidel Kaboula du secrétariat du personnel de la SANCO, ces jeunes futurs consacrés ont visité les principales structures du centre interdiocésain, les commissions épiscopales, les services administratifs, les archives et les différents organes de coordination. La visite avait pour but de leur faire découvrir concrètement le cœur de la coordination pastorale de l'Église catholique en RD Congo, un lieu où se prennent de grandes décisions pour la vie ecclésiale. Nous apprécions l'organisation et les différentes commissions partout où nous sommes passés. C'est vraiment très bien organisé, commençant par la signification, les fonctionnements et les lieux, comment vous fonctionnez à l'intérieur. C'est ce qui nous avait poussé de faire la demande pour venir faire au moins une connaissance sur les services que vous rendez au sein de l'Église. Visiblement émerveillés, les novices n'ont pas caché leur joie et leur gratitude. Comme nous sommes arrivés à la fin de notre année académique à l'internoviciat de Kimwenza, les maîtresses nous ont proposé que nous passions à la SANCO, voir comment les choses se passent à l'intérieur. S'il y avait aussi les évêques, il faut aller les visiter et le personnel qui réside dedans. Disons, ce que je aimais d'abord, c'est la propriété de l'endroit où on nous a présenté. Et puis les explications nous ont beaucoup marqué plutôt. Nous sommes très contentes de vous visiter. Pour elles, cette immersion dans les structures de l'Église est un moment de motivation, de découverte et de renforcement de leur vocation. Cette visite, au-delà de son aspect informatif, est un geste d'ouverture de l'Église vers ces jeunes générations de consacrés. Un pont entre formation spirituelle et responsabilité ecclésiale. Cette visite intervient après celle des propédètes de Saint-Jean-Marie Vianney et aspirantes des filles de Saint-Paul au début du mois. L'avenir de l'Église repose aussi sur la formation des jeunes consacrés. En accueillant ces novices, la SANCO leur transmet non seulement un savoir, mais aussi un esprit de service et de mission. C'est une grande fête pour les élèves et enseignants catholiques, la journée de l'enseignement catholique. Dans le diocèse de Kolwezi, cette journée a débuté par une prière eucharistique présidée par le premier vicaire général chargé de la pastorale, accompagné de plusieurs prêtres du diocèse.
cours de son homélie, Monseigneur Jean-Pierre Yave va rappeler aux participants la beauté d'antan de l'enseignement. Mais qui fait véritablement attention à cette catégorie de compatriotes? Jadis, l'enseignement, c'était le beau métier. Et parmi les enseignants qui se retrouvent ici, ceux de la première génération, ils savent de quoi je parle quand j'évoque l'enseignement comme beau métier. Qu'en avons-nous fait aujourd'hui? Comment avons-nous fait pour que l'enseignement, jadis beau métier, devienne aujourd'hui la énième roue, devienne pratiquement une salle d'attente, donc salle qu'on fréquente en attendant de trouver mieux? Pour moi, peut-être certains vont se reconnaître dans ce que je vais dire, l'enseignant, c'est ce monsieur, cette dame, à côté de nous. À côté de nous, à l'instar du chrétien porteur de bonnes nouvelles, l'enseignant est aussi porteur de bonnes nouvelles. Il est parmi les hommes, les femmes qui apportent la connaissance. Celui ou celle qui chasse, qui éloigne les zones de l'ignorance. Prenant la parole, le coordinateur des écoles catholiques, le révérend abbé Eustache, a invité l'assistance à poser certaines actions pour l'amélioration des conditions des enseignants. Signalons que les efforts sont observables dans notre province du Lualaba par rapport à l'amélioration et à la construction des infrastructures scolaires, à la distribution des programmes et manuels scolaires, à la prise en charge des frais, des participations aux épreuves certificatives, à la remise des bourses aux lauréats. La ministre provinciale de l'Éducation a quant à elle reconnu l'apport de l'enseignement catholique dans la société actuelle. Puis, la journée s'est poursuivie à travers plusieurs manifestations des élèves de différentes écoles conventionnées catholiques, notamment des défilés. La journée de l'enseignement catholique est célébrée chaque année afin de mettre en lumière ce métier noble. Nous voici à la fin de l'émission de ce jour, rappelant que nous célébrons ce dimanche la fête de l'Ascension du Seigneur, qui nous ouvre d'ailleurs à la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Merci de nous avoir suivis. Nos regards sont tournés vers Kolwezi où va se tenir la clôture du synode diocésain. Nous reviendrons avec les éléments au courant de la semaine. D'ores et déjà, restez branchés à cette émission Les Jours des Seigneurs avec l'espoir de vous retrouver les dimanches prochains. Merci et au revoir.